Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur le développement durable dans l'industrie agroalimentaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, comme je disais, de développement durable dans l'industrie agroalimentaire. Et mon nom est Josiane Fortin. Je suis agente pour le Fonds Éco-Leader chez Chaudière-Appalaches Économique et je suis accompagnée de ma collègue Michèle Tardy, qui est commissaire régionale à l'innovation. Et nous recevons deux conférenciers ce matin. Donc, nous allons parler à Robert Beauchemin, qui est président fondateur de Meunerie Milanaise et des Moulins de Soulanges. Et également, nous allons nous entretenir avec Francine Masson, qui est stratège en innovation, meilleure pratique d'innovation intégrée. Donc, je voudrais commencer par remercier tous nos partenaires, donc le Fonds Éco-Leader, Chaudière-Appalaches Économique, le gouvernement du Québec, l'ADRIC, et la SDE de Thetford, la MRC de Lobinière, Développement économique Lévis, la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet, le CLD Robert Clich, Développement économique Nouvelle-Beauce, Développement économique Bellechasse, la MRC des Aides-Chemins et le Conseil économique de Beauce. Donc, je vais commencer par vous présenter une vidéo pour vous présenter un peu l'historique de Meunerie Milanaise. Alors voilà, merci Josiane. Alors, nous allons commencer avec notre premier conférencier. Je vais juste partager à l'écran une petite... parce que quand on regarde cette vidéo-là, ça donne quand même une bonne idée de ce qui s'est passé avec Meunerie Milanaise, mais... Voilà. Alors aujourd'hui, avec Robert Beauchemin de Meunerie Milanaise, qui est le fondateur de Meunerie Milanaise, mais également aussi de Moulins de Soulanges, on veut comprendre un peu comment on fait de l'innovation, comment on fait du développement durable. Donc, en fait, ce qu'on a vu rapidement dans la vidéo, c'est assez impressionnant, c'est qu'on a vu qu'on était passé de la meule de pierre à l'industrie 4.0. On a peut-être un petit peu moins vu dans cette vidéo-là, mais vraiment, il y a eu une progression absolument incroyable de Meunerie Milanaise. Et quand on essaie de comprendre pourquoi, ça peut être un petit peu mélangeant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses derrière tout ça. En fait, on voit qu'il y a une deuxième entreprise qui est les Moulins de Soulanges, qui est maintenant à Saint-Polycarpe. Et puis, quand on regarde au début, on se dit, c'est simple, c'est de la farine, c'est du blé, donc ça ne devrait pas être si compliqué à faire. Mais finalement, quand on regarde un petit peu pour comprendre la recette du succès de Meunerie Milanaise, bien là, c'est là qu'on voit qu'en arrière, il y a beaucoup de petites choses. Entre autres, on parle d'illumination, on parle de certification et on parle aussi d'innovation. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Et puis, je sais que quand Robert a commencé, plusieurs pensaient que ça n'avait aucun bon sens et que ce n'était pas faisable. Mais finalement, il l'a fait. Et comment il l'a fait? Bien, finalement, il y a beaucoup de petits ingrédients en arrière de ça, un petit peu cachés. Beaucoup de passion, beaucoup de travail d'équipe.
mais aussi de l'équipe au sens large. Donc, quand on a vu dans la vidéo, on a vu qu'on parlait en chaîne de valeur. Je pense que c'est une croyance que de plus en plus d'entreprises veulent développer pour innover plus. Donc, aujourd'hui, on a demandé à M. Beauchemin, Robert, de venir nous parler un peu de la recette de son succès. Alors, Robert, finalement, c'est quelqu'un qui avait un bac en génie et mathématiques. Il n'était pas farinologue quand il a commencé. Alors, moi, Robert, j'aimerais que tu nous dises, mais comment on décide, par où on commence quand on n'est pas du tout dans un domaine et qu'on décide que finalement, on veut devenir un farinologue parce que c'était peut-être pas ça le mot que tu avais en tête au départ. Mais c'est quoi le premier pas quand on veut avoir une entreprise innovante? Merci, Michel. Merci, Josiane. Merci, Francine. Merci les 130 quelques participants que je ne vois pas. J'espère juste que Vidéotron va collaborer ce matin et va me garder parmi vous. J'hésite à répondre à ta première question, d'abord parce que je pourrais partir sur plusieurs heures, là, le cheminement qu'on a passé, mais en quelques lignes, moi, à la sortie de mes études, une maîtrise, j'ai travaillé 3 semaines dans ma vie. J'ai décidé de prendre ma retraite. Je me suis rendu compte que le milieu du travail n'était pas prêt pour moi. Donc, j'ai pris ma retraite et je me suis recyclé en agriculture. Si on a besoin d'un coup de pouce, on pourra les aider. Est-ce que vous entendez une voix en arrière? Oui, c'est très étrange. OK, c'est pas moi. Ben... Il y a quelqu'un qui a son téléphone ouvert. Voilà, j'ai travaillé, je suis allé travailler début des années 70 en Afrique, dans une zone de guerre, en Angola, pendant la guerre coloniale. Et j'avais là, comme tout bagage et d'expérience, j'étais chargé de réintroduire l'agriculture dans les zones qui étaient libérées par la guérilla. Donc, déminage, juste de comprendre la gestion des ressources. Et cette expérience-là m'a amené à mon retour après 2 ans de bombardement de nuit puis de mutilation de biens du monde, de revenir ici au Québec, mais après avoir compris un petit peu plus qu'est-ce que c'était que les fondements de base de l'agriculture. On se rappelle, les années 70, c'était la révolution verte, c'était on allait sauver la planète en raccourcissant la paille des blés, en augmentant ainsi les doses de fertilisants, de pesticides, on allait sauver la planète de la malnutrition. Moi, mon expérience m'avait appris en 2 ans que l'agriculture, ça tenait vraiment à peu de choses, 4 ou 5 éléments. Chaleur, humidité, la génétique des semences, de la fertilité de sol, puis des humains. Et ça a été comme la base qui m'a ramené. Mais ce que j'ai aussi pu constater, c'est comme ingénieur, comme chercheur, de voir en revenant ici, que l'agriculture, le défi qu'on avait, qu'on a encore, on investissait déjà à ce moment-là, les années 70, autour de 10 ou 11 calories pour en retirer 1 calorie alimentaire. Donc, dans un bilan, même économique, un bilan énergétique, je me disais, oh boy, c'est pas très durable à long terme, ce système-là. Donc, le défi est probablement comme stress post-traumatique, il n'y avait rien de mieux que d'aller s'installer à Milan puis de reprendre une activité dans le domaine de l'agriculture. Je pense que ramasser de la roche à Milan, ça aide beaucoup à gérer des expériences de vie assez profondes. Il y avait une des photos là, dans le PowerPoint que tu as montré, il y a un petit bonhomme avec moi dans un champ de blé. Ça, je me rappelle de cette photo-là, c'était en 1980. C'était la 3e année que je cultivais du blé. Et au ministère de l'Agriculture, on me disait toujours à ce moment-là, quand j'allais rencontrer le bureau d'agronome à Lac-Mégantic, qui me disait « Ça ne pousse pas du blé alimentaire au Québec. Oublie ça, ça ne pousse pas. » Et j'avais beau leur dire, ils amenaient des photos. Et ça a été 1 an ou 2 ans plus tard, finalement, qui ont débarqué avec un plein autobus d'agronomes qui était en tournée pour venir voir le champ de blé bizarre de ce gars-là. Donc, le début de l'innovation à Milan, effectivement. À côté du Mont Mégantic en hauteur. Là. Exactement. Et le petit bonhomme qui est à côté de moi, c'est mon fils qui a maintenant 41 ans, qui est directeur général de Moulins de Soulanges. Donc, pour dire...
illuminé dans le champ à visionnaire maintenant. Je pense que c'est peut-être la thématique de cette rencontre-là. Donc, c'est parti d'un défi d'ingénieur, un défi peut-être de traumatiser, de dire je vais essayer de rebâtir le monde sur une base différente, malgré toutes les portes qui se fermaient, malgré, et je peux vous dire là-dedans, ma première rencontre au Crédit Agricole, où dans ce temps-là, le bureau était à Sainte-Marie-de-Beauce et c'était des bureaux à espace ouvert avec toutes des petites partitions. Et l'agronome que je rencontrais pour faire une demande de prêt agricole, après, à la fin de ma rencontre, qui se lève debout et qui lâche un cri à tout le monde en disant « Hey les gars, vous devriez voir le gars qui est devant moi. » Donc, ça, je peux vous dire, ça manquait un petit peu de discrétion, mais ça m'a catalogué que je pense que c'est pas ici que je vais faire mon avenir. Fait que c'est comme ça que ça passe et bon, on rame. Donc, c'était un rêve, finalement, d'un petit peu de changer le monde, de dire ça n'a non, pas de bon sens ce qu'on fait là. Un défi. Un défi. Ouais. De dire, c'était tout un défi, d'ailleurs, que tu as relevé avec brio. Oui, et une des choses les plus difficiles pour quelqu'un comme moi qui est habitué de défoncer des portes, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, mais tu as déjà une swing, puis tu passes direct. Il y a eu quelques moments difficiles, je pense. Quand tu as dit à ta conjointe que tu voulais t'en venir ici à Lily, que tu voulais t'en venir à Milan, peut-être que... Oui, mais Lily, on s'est connus à Montréal et à un moment donné, bon, c'était une histoire d'un soir qui a fini par 45 ans. Et à un moment donné, dans sa grande déclaration d'amour, elle m'a dit « Je vais te suivre au bout du monde. » Elle ne savait pas que je l'amènerais à Milan. Et même maintenant, quand les gens disent ben, c'est où Milan, je suis obligé de leur expliquer que dans le temps où on pensait que la Terre était plate, que les bateaux arrivaient au bout puis que ça tombait, ben Milan, c'est juste avant que les bateaux tombent. Effectivement, pour les gens qui ne savent pas, le Milan, c'est près de lac Mégantic, mais il y a 300 habitants dans le village de Milan, dont une bonne partie travaille pour Robert. Mais en fait, il y a deux entreprises de bonne grosseur à Milan. Les deux innovantes. Les deux innovantes, effectivement. Donc, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas faire des choses exceptionnelles. Et vraiment, ces deux entreprises impressionnantes. Mais je sais que parfois, ça a été un défi là, pour Robert de s'adapter à ce milieu et à Lily. Une chose que j'entends souvent, Robert, c'est on me dit pour faire de l'innovation, ça prend de la main-d'œuvre spécialisée. Mais toi, tu n'étais pas farinologue, là, tu ne connaissais rien là-dedans, tu étais ingénieur. C'est-tu vraiment ça qui est important, les compétences, les connaissances, ou c'est plus des valeurs, une personnalité quand on veut être il y a un peu de tout, là, mais je pense que la première chose avant tout, il faut être convaincu soi-même, peu importe d'où on part dans la vie, comme dans notre bagage intellectuel. Là. Il faut voir si on y croit au développement durable, à une agriculture bio. Moi, je suis tombé dans le milieu avant même que le mot existe, ou avant même, on était dans Organic Agriculture avec Rodale dans les années 60, déjà dans les années 70. Maintenant, on parle d'une agriculture régénératrice, peu importe le libellé. Je pense que pour les enjeux qui se rattachent à son entreprise, à un moment donné, tout le monde est pour la vertu, mais il s'agit de voir un petit peu où est-ce qu'on met la barre de la vertu dans tout ça, surtout dans les défis environnementaux. Ça devient de plus en plus facile maintenant avec qu'on vive les changements climatiques, qu'on vise des stress. La pandémie amène beaucoup de gens à des niveaux de réflexion, mais ça, tout au long de cette expérience-là, c'est des défis continuels au point même où, je pense, en 2009, quand on a démarré l'expérience de Moulin de Soulanges, ça m'amenait à côtoyer beaucoup de gens. Mon défi quand on a ouvert Moulin de Soulanges, c'est de dire, il y a le bio, mais il y a tous les gens qui sont en transition, les gens qui sont dans le conventionnel, qui n'y croient pas nécessairement ou qui hésitent ou qui ne savent pas comment faire. Donc, on s'était donné comme démarrage de cette entreprise-là un défi de travailler avec des gens dans le secteur conventionnel et de les amener progressivement à réduire leur agronomie. Évidemment, je me suis fait
je me suis fait tirer bien des roches du secteur bio en disant que ça y était, je venais de vendre mon âme au secteur conventionnel, mais en fait, je voyais encore là un défi plus grand de voir si on peut amener peut-être 20% des agriculteurs à changer de 50% de l'utilisation par rapport à travailler avec le 1 ou 2% de pur et dur dans le bio. Ma contribution environnementale serait peut-être plus grande. Mais après quelques années à côtoyer ce milieu-là, j'en suis venu moi-même à douter. Donc, c'est-tu vrai le bio? Est-ce que ça fait peut-être 30 ans que je professe des choses qui peut-être c'est fictif? Donc, on s'est lancé dans une étude comparative avec l'IRDA, un projet qu'on a fait, qu'on a mené avec de l'aide gouvernementale, de comparer le bio à l'agriculture raisonnée, au conventionnel, à l'intensif, pour voir au bout de 2 ans et demi de data qu'au bout, le bio se démarquait et au fur et à mesure qu'on montait dans la chaîne alimentaire, quand on parle de rendement, de tonnage à l'hectare, l'intensif est ce qu'il y a de plus, qui occupe le plus de volume, mais en termes de rentabilité, c'est ce qui était moins payant. Donc, l'analyse politique que j'ai développée depuis nombre d'années, c'est follow the money. Où va l'argent? Est-ce que ça reste à l'agriculteur? C'était pas évident comme ça. Hein? Ben, c'est ça, c'est ça. Dans le bio, il en reste un petit peu plus à l'agriculteur. Donc, autant cette étude-là de l'IRDA que même de douter sur notre propre empreinte environnementale. Quand je voyais dans les années 2010, le personnel dise ben, on va changer de lumière, on met tout ça, ben, on a rentré une équipe d'ingénieurs pour faire une étude de notre empreinte environnementale pour nous rendre compte que dans une minoterie comme la nôtre, 94% de notre empreinte environnementale, de notre empreinte carbone, venait de la matière première. Donc, si on a de l'énergie à mettre, ce n'est pas à changer lumière, c'est peut-être de revoir comment se fait l'agriculture, comment est-ce qu'on peut améliorer notre bilan carbone chez nous en travaillant directement avec les agriculteurs. Donc, l'évaluation environnementale, pour moi, ça devient comme un des premiers pas pour une entreprise. Au-delà même des fois, c'est sûr que la question des emballages, c'est ce qui te met en contact avec le client, mais de revoir comment est-ce que ton réseau, ta chaîne d'approvisionnement fonctionne. C'est de là, finalement, que tu as décidé de remonter la chaîne. Parce que toi, au départ, tu voulais faire du blé, pas de la farine. Oui, sauf que mon modèle d'affaires était parfait. J'avais tout prévu, sauf une chose, c'est qu'il n'y avait pas de marché pour du grain bio. Comme un petit peu faible. Donc, ben, c'est Lily, ma conjointe, qui a dit, ben, regarde, on va acheter un moulin. Et ça s'est fait comme ça. Et donc, aller chez Desjardins, à Lac-Mégantic pour dire, hey, regarde, j'ai une bonne production de blé, je vois un apport de marché qui se développe, les coops d'aliments naturels, on va se ramener, là, on est dans les années 80, 81, 82. 82, pour ceux qui étaient là, on se rappelle des taux d'intérêt à 22 c'est les marges de crédit, les taux hypothécaires à 17 donc, on a démarré dans ce contexte-là et d'aller chez Desjardins pour emprunter 5 000 $ pour une partie du dépôt sur une commande d'un moulin. Ben, Desjardins, il n'a pas cru pantoute. Là. Il était comme le gars du Crédit Agricole en disant, vous devriez voir le gars que j'ai devant moi. Donc, il a fallu que ma conjointe m'endosse pour cet emprunt-là. Et c'est toujours amusant de voir que, encore là, l'Illuminé avait plus de difficultés à emprunter 5 000 $ que le dernier financement de 20 millions. Oui, effectivement, parce que là, tes preuves sont faites, donc ton risque est moins. Oui, les preuves sont faites. Oui, effectivement. Tu as une crédibilité que tu n'avais peut-être pas au départ. C'est le défi, je pense, quand on est dans un marché très innovateur, c'est qu'il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de conférence. Donc, comment tu t'es... Comme là, tu t'es fait endosser par ta conjointe. Je pense qu'il y a dû avoir des moments où tu dormais mal, où elle dormait mal. Je sais pas trop. Mais quand tu as des enfants, Michel, tu sais ce que c'est. Hein? Tu ne dors pas bien de toute façon. Fait que, tant qu'à pas dormir, on va gérer nos soucis. Je pense que, on parle beaucoup d'innovation auprès des entreprises. Puis je suis content de savoir, je regardais la liste des gens qui participent au webinaire, de voir qu'il y a beaucoup d'intervenants économiques, parce que c'est peut-être là que des fois, les questionnements se font, c'est-à-dire, tu as bâti ta crédibilité. Ben non, c'est peut-être que les gens ont vu quelque chose dans moi et qui voient peut-être quelque chose dans l'entrepreneur qui n'ose pas voir à cause de normes institutionnelles ou à cause de blocages paramétriques. Donc, l'innovation, moi, je suis toujours fasciné à travailler avec
des agriculteurs avec des entreprises partout au Québec, le capital, le potentiel innovant qu'il y a, des fois mal structuré, tout ça, là, mais les blocages se font rarement à l'intérieur de l'entreprise. Toi, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut vraiment innover plus encore aujourd'hui? Ça a été quoi tes forces? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as fini par ouvrir ces portes-là, même des fois rentrer dans des portes qui sont ouvertes, là, mais comment on fait pour ouvrir ces portes-là? Il faut être passionné. La passion, ça fait vendre. Tu sais, quand les gens derrière le bureau disent « Wow, il y croit vraiment » et il y a un petit bagage derrière lui, je pense que et encore là, tu sais, je pense qu'on parle d'innovation, mais je ne peux pas parler d'innovation sans faire le parallèle qu'il y a avec la créativité. Puis c'est deux affaires qui sont fondamentalement assez différentes. Être créatif, je pense que tout le monde qui a des enfants savent que les enfants, ils savent très bien être créatifs parce qu'ils peuvent s'amuser avec n'importe quoi, se créer un monde imaginaire. C'est un peu ce que l'école, ce que la formation, bien souvent encore plus la formation universitaire, nous ferme de cette opportunité de créativité-là. Donc, quand on est innovant, bien, on travaille sur les choses qu'on sait, puis les choses qu'on connaît, ou qu'on ne connaît pas, mais on sait qu'on les connaît, qu'on ne les connaît pas. Quand tu es dans la créativité, bien, on travaille sur des choses qu'on ignore qu'on connaît. On ne le sait pas qu'on le sait. Ou encore, on ne le sait pas qu'on ne le sait pas. En termes mathématiques, là, on parle d'incertitude épistémique. C'est comme la connaissance de la connaissance, mais c'est vraiment fondamentalement un espace de créativité. Puis si j'essaye, moi, je me considère assez créatif à des heures. Qu'est-ce que c'est la créativité? Bien, c'est bien souvent, c'est de faire des liens que les autres ne voient pas. De faire le lien entre le fait de je vais cultiver du blé, puis hey, il y a peut-être autre chose à faire que de donner ça au cochon. Il y a peut-être autre chose que de faire il y a peut-être un autre espace de marché, il y a peut-être une autre façon de vendre. Rappelez-vous, c'est quoi, en 98, 99, la guerre juridique qui s'était amorcée entre l'industrie du disque et Napster. Hein? Vous vous rappelez de ça? On commence à être loin un peu. Là, oui, on commence à être loin, mais ça a changé notre vie, à ce moment-là, où un secteur avait commencé à voler de la propriété intellectuelle. Pouf! Steve Jobs arrive entre les deux en disant « Je vais vendre quelque chose qui va satisfaire tout le monde, mais que moi, je vais être le poste de péage entre les deux. » Ça a amené le développement du iPod, du iPhone, qui a complètement changé notre vie en à peine 15 ans. Et tout ça juste parce que lui a vu un espace que des liens entre deux secteurs que personne ne faisait. Pour moi, c'est ça de la créativité, c'est de faire ces liens-là. D'amener de la créativité à l'innovation, ça, c'est un autre paire de manches. Mais je pense que tu as raison. Tu sais, un point que j'adhère beaucoup, c'est ce lien. Quand tu dis de faire des liens entre des choses. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on va dire sortez de votre milieu, allez voir autre chose, parce que quand on reste toujours dans notre bulle, à un moment donné, les liens, on ne les voit pas. Puis ce principe de chaîne de valeur-là aussi, le fait que tu as cette curiosité aussi que tu as dans toi, là, de vouloir faire mieux, d'exceller, de prouver ton point, finalement fait que tu t'étires un petit peu, puis tu vas voir de tous les côtés parce que tu as vraiment, comme entreprise, vous êtes vraiment beaucoup impliqués, autant du côté de vos clients que du côté de vos fournisseurs. Il y a des gens qui hésiteraient à faire ça parce que, tu sais, des fois, la perception, c'est si je suis trop avec eux autres, par exemple, dans Moulin de Soulanges, vous êtes copropriétaires ensemble, mais c'est tes fournisseurs en même temps. Je veux dire, ils ne volent pas tes idées. Une fois que tu ouvres comme ça, là, les gens ne volent pas tes idées. Il n'y a pas de risque, tu ne peux plus négocier. Tu peux plus, travailler en chaîne de valeur, je pense que c'était comme une décision qu'on a prise. J'avais évidemment, moi aussi, mes propres réticences. On travaillait beaucoup avec les agriculteurs, mais de travailler avec un client comme Première Moisson, là, quand on a développé ce modèle d'affaires-là, je peux dire que ça n'a pas été... ça n'a pas été évident au départ parce que Première Moisson est une entreprise qui était établie. En fait, j'ai été un de leurs fournisseurs en 1994 quand ils étaient dans un autre secteur, même en 1985 quand ils étaient chez Boulangerie Mention. C'était des gens innovants, mais innovants au point de revoir un modèle d'affaires. Et ma crainte en devenant partenaire dans un moulin avec un client majeur comme ça, c'était de dire, bon, d'un centre de profit que je souhaitais,
Gages-tu que je vais devenir un centre de coût pour Première Moisson? Donc, Première Moisson, je vais être leur fournisseur principal. Puis je me souviens et je me rappelle continuellement la rencontre que j'ai eue avec Mme Colpron, qui était présidente de Première Moisson, qui m'avait fait venir dans son bureau parce que j'y avais signifié un petit peu ces craintes-là. Puis elle m'a dit, regarde bien, on va être partenaire là-dedans, mais la dernière chose que je veux, c'est que tu t'empêches de vendre à mes compétiteurs, puis que tu vendes à d'autres marchés pour une raison. C'est une raison bien égoïste, c'est que nous autres, on a décidé d'investir avec toi parce que vous étiez innovants, puis que vous nous amenez ailleurs. Et si je t'empêche d'aller ailleurs, je vais me priver de tout le bagage et l'expérience que tu vas aller acquérir chez mes compétiteurs, parce que la compétition, c'est sain, c'est une bonne chose, parce que ça t'oblige à être le meilleur et d'être en avant de 2-3 ans sur toutes les autres. C'est une expérience que j'ai appris de ne pas avoir peur justement de travailler avec l'amont et l'aval, d'être malgré tout assez transparent, même si ça élicite beaucoup de méfiance parce qu'on n'est pas habitué à ces modèles de partenariat-là. On est encore ici au Québec, bien souvent, avec le syndrome du stand à patate, là, où en disant il sort une business, il va se planter, il va se casser la gueule, garde-les, ça n'a pas d'allure son affaire, et dès que ça commence à émerger, c'est garde-les les cœurs, hein, s'il réussit, ça n'a pas d'allure. Donc, on a de la difficulté à gérer notre compagnonnage, notre environnement d'affaires, mais ça change, ça évolue. Les partenariats commencent à se bâtir un petit peu, mais malheureusement pas assez parce qu'on voit combien d'entreprises qui sont vendues un petit peu trop rapidement dans les passages de génération. Oui, d'ailleurs, je pense que Francine a hoché la tête, elle va nous en parler dans sa section, effectivement. Ce volet-là, de collaborer plus large pour innover, je pense que le monde des affaires, j'ai souvent entendu des fois des gens, dont mon père, qui disaient « Ah, dans le temps, c'était plus facile parce qu'effectivement, la compétitivité des marchés augmente, donc les défis, la compétition est de meilleur en meilleur, donc il faut vraiment… et de là, l'idée peut-être de s'étirer, puis de parler à d'autres, puis de vraiment élargir le terrain de jeu. Quand tu dois négocier, je crois qu'il y a un côté dans tes valeurs. C'est quoi les valeurs les plus importantes? Si on veut être quelqu'un d'innovant puis faire des choses comme ça, dire moi, je vais réinventer ma filière ou je pense qu'elle devrait aller là, mon environnement n'est pas là, je veux le faire. C'est quoi les qualités qui t'ont le plus servi, toi, Robert? Parce que pour un ingénieur créatif, déjà là, des fois, c'est surprenant. Souvent, les ingénieurs vont être très rationnels. Par contre, tu as parlé de créativité, tu as parlé de transparence. Qu'est-ce qui fait qu'on les ouvre, ces portes-là, à part la passion, là, dans tes qualités à toi, dans tes aptitudes? Moi, je n'ai pas de recette à vendre. Je protégerais tout le monde de dire essayez pas de me suivre parce qu'on est tous des cas uniques en entreprise. On a tous une dynamique, un bagage, une expérience. Je peux juste partager, moi, un petit peu de vécu. Moi, je suis ingénieur, je suis mathématicien. Mon approche est basée sur un cheminement logique qui est basé sur de l'expérience. Je suis un empiriste. Donc, tout ce que je bâtis bien souvent, c'est à me casser la gueule, j'apprends beaucoup plus. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. Une des caractéristiques, je pense, d'une entreprise innovante, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se casser la gueule parce que tu deviens frileux. Mais il faut douter. Il faut douter constamment de tes propres projets, de ne pas tomber en amour avec, de rester quand même assez vigilant. Puis ça suppose quand même un certain nombre de caractéristiques. Il faut être un peu fou pour sortir des sentiers battus. On peut être pas mal créatif dans nos processus de réflexion. Je pense à processus de réflexion que je vous partageais tantôt, le petit exercice qu'on a fait avec Francine, il y a quoi, ça fait à peu près 18 mois de ça, où dans un processus créatif, d'une discussion avec Francine, m'avait proposé d'organiser une session avec l'équipe de direction de réflexion stratégique avec des blocs Lego autour de la table. Je peux vous dire, mon DG, qui est quelqu'un d'assez rationnel et quelqu'un business qui n'a pas de temps à perdre, d'amener toute l'équipe de direction pendant une journée à jouer avec des blocs Lego. Mais l'expérience a été extrêmement formatrice en termes d'un brin de folie, de jouer avec des blocs Lego. On a pu voir beaucoup des caractères de chacun face à l'innovation par rapport au travail en équipe, par rapport au challenge de défis entre différents secteurs de l'entreprise. Donc, un peu de folie, là, c'est à bien des niveaux. Ce n'est pas juste assis dans ton bureau, c'est comme tu interagis puis de
les regards bizarres que ça peut t'amener, il ne faut pas passer à côté. Évidemment, on parlait d'être passionné. Pour moi, c'est essentiel pour convaincre les autres, son équipe, les clients, les banquiers dans des aventures qui sont souvent considérées comme audacieuses ou hors normes. Je pense qu'il faut être un petit peu savant et rusé là, pour bien évaluer tous les enjeux qui sont reliés à l'innovation. Puis dans ce sens-là, c'est là que ça aide, si on ne l'a pas soi-même, de s'entourer de compétences, je pense que c'est les opportunités et les soucis sont bien souvent à la limite de notre champ de vision. Ça fait qu'il faut bien s'assurer qu'on check toutes les lignes, qu'on croise toutes les petites boîtes. Puis je pense qu'il faut être suffisamment intelligent pour à un moment donné de dire non, ça n'a pas d'allure. Là. Je pense qu'on s'en va dans le mur avec ça. Quand je parlais de devenir frileux, tantôt, l'exemple que je peux avoir, c'est les individus créatifs, puis on a chez nous, et moi-même j'en suis un, là, le défaut qu'on a, là, c'est qu'on peut arriver avec 10 projets par semaine. Des fois, il y en a un de bon. Mais on peut-tu se permettre de ne pas regarder tous les 10 parce qu'il y en a juste un de bon? Je pense qu'il faut les passer les 10, même si des fois ça a l'air totalement déconnecté et irrationnel. Je vous ramène à Steve Jobs, je vous ramène à l'expérience de ça. De grands modèles d'entreprise qui sont basés non pas dans notre équipe de R&D, on s'en allait par là, mais gardons ça. C'est par là qu'on va finir. Il faut être ouvert à dire, regarde, on fait-tu comme un 90 degrés? Il n'y a rien de pire que les 360 degrés. Oui, mais à 90, mais effectivement, quand tu explores, mais comment tu gères cette espèce de. Parce que ça peut devenir complètement subjugant d'en avoir 10 de front. Pas m'amener de dire, as-tu un processus structuré qui dit, bon, après tant d'étapes rendues là, oui, mais avec les années, puis je peux vous dire, j'ai toujours dit autant à Lily qu'à mon équipe qu'on n'apprend pas quand ça va bien. On apprend quand ça va bien. On n'apprend pas quand ça va bien. On apprend quand on se plante. Hein? Bon, Lily m'a souvent dit, on a assez appris, tu n'as plus besoin d'apprendre d'autres choses, là, on en connaît assez, mais il reste quand même que des grandes capitalisations, puis l'erreur qu'on fait souvent, que je le vois dans le milieu agricole, c'est on essaye quelque chose, on se plante, on dit, bon, on ne le fera pas. Plutôt que de dire pourquoi on s'est planté, parce que c'est là que c'est payant. Autant en entreprise qu'en agriculture, c'est de capitaliser sur les erreurs pour décortiquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est-tu une erreur de planification, une erreur de matière première, une erreur humaine ou le projet n'a carrément pas d'allure, mais le post-mortem de chacun des petits et des gros projets devient l'élément le plus payant de tout cet exercice-là. Et ça, je pense que c'était probablement une de nos grandes forces de ne pas arrêter au premier écueil. Puis ça, c'est la passion, finalement. Parce que si tu fais un domaine que tu aimes moins, ben, c'est plus facile de dire c'est pas ça. Puis... La passion, mais aussi l'intelligence à un moment donné de lâcher prise, de dire, bon, là, vraiment, après quelques fois, là, je pense qu'il y a trop d'écueils là-dedans, il y a trop de problématiques. Je pense qu'il faut y revoir. Il y a aussi une question de discipline d'entrepreneur là-dedans, avoir le temps de se donner du temps pour réfléchir, pour être créatif, pour repenser à toutes ces situations-là, mais avec la tête un petit peu reposée. Moi, mes moments les plus créatifs, c'est quand je fais des choses bien routinières, comme laver la vaisselle, comme passer le balai ou quoi que ce soit. Quand tu n'es pas dans le problème. Quand je ne suis pas dans le problème, quand je n'ai pas d'écouteurs dans mes oreilles, quand je n'ai pas de téléphone, quand je n'ai pas de radio dans ma voiture, je voyage. Mon travail est à peu près 35 minutes de la maison. Je ferme la radio, j'ai 35 minutes qui m'appartiennent à moi. C'est fou tout ce qui me passe dans la tête dans ces moments-là. Puis de plus en plus, on tend à occuper notre espace de cerveau en temps plein, même la nuit, même tout ça. Donc, de réussir pour avoir du temps des créatifs, des longues marches qu'on prend le matin ou je fais du vélo. Donc, tous ces moments-là, mettez-vous pas des écouteurs dans les oreilles, laissez aller votre esprit. C'est fou là où ça va vous amener. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui ne se permettent pas d'être créatifs, ils n'ont pas le temps. C'est pas. Comme tu disais tantôt, Steve, avec les blocs Lego, là, ton DG, faut que tu apprennes à être créatif, hein, effectivement. Oui, puis tout le monde, à la sortie de cet exercice-là, tout le monde
étaient heureux à en sortir. Je pense que Francine pourra en parler. On en voit quelques-uns comme ça, mais l'expérience est toujours assez changeante. Tu n'as pas un plan structuré avec un rapport boudiné en 40 pages, là, avec les plans d'action, mais tu apprends beaucoup à connaître les gens autant qu'une analyse psychométrique en 25 questions avec les couleurs. Tu sais, je pense que tu apprends dans le vécu comme dans l'expérience de voir, oh, regardons ça, comment il a réagi quand on lui a demandé de faire une tour puis qu'elle ne tombe pas. Fait que finalement, c'est pas oui, il y a un processus, mais c'est plus dans les valeurs, dans les relations humaines que Il y l'innovation en se a passe. peut-être un processus, mais moi, je n'ai pas de MBA, comme beaucoup de vous autres. Je n'ai pas une pensée structurée. Je suis un expérimental, donc j'apprends à partir de ce que je connais, mais je reste ouvert. Je pense qu'il y a peut-être une façon. C'est sûr qu'on a implanté des processus de stage gate, là, mais si tu regardes la plupart de ces processus expérimentaux-là, c'est même pas expérimentaux. Stage gate, c'est comment faire du MeToo. Donc, tu regardes qu'est-ce que le marché veut, puis tu vas essayer j'ai de la demande pour ça, on peut-tu tweaker ça? Nous autres, on s'est retrouvés bien souvent à voir qu'il n'y a pas de marché. On peut-tu le créer, ce marché-là? On peut-tu faire du bio? Voyons donc, c'est ça du bio. On peut-tu vendre quelque chose que personne ne sait que ça existe? Ça, c'est un autre défi. Ça, il faut être Oui, gaillard. c'est ça. Je dis souvent tes jobs de la farine parce que c'est sûr que chez Apple, il n'y a pas quelqu'un qui leur a dit j'aimerais ça avoir un téléphone avec tout ça dedans. On ne savait même pas qu'on voulait ça. Sûrement pas. Sûrement Donc, pas. effectivement, là, le point de la créativité et de la passion fait que tu veux amener ailleurs, à faire mieux finalement. Dire non, Oui. ça peut être mieux que ce qu'on a là. Puis, moi, je suis le dirigeant d'entreprise. Ça donne donc bien, mais dans la plupart des entreprises, des organisations, il y en a toujours un qui est dans un bureau quelque part, qui a ce potentiel-là et l'importance de le valoriser. Puis quand je parle autant dans l'entreprise, mais je pense dans tout le secteur organisationnel, le secteur de soutien, le secteur banquier, vous les avez tous, ces individus créatifs-là. Il faut voir comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on ne les mette pas à l'écart, qu'on les écoute. Moi, en 79, là, quand j'avais mes idées de revoir le modèle agricole, ça aurait été le fun qu'il y ait quelqu'un qui dise, un peu fou, là, mais on va-tu voir, dans une de ces 10, 15 idées-là qui amène ce gars-là, on peut-tu voir, y a-t-il quelque chose là-dedans de porteur? Oui. Parce que probablement, si tu avais été chapeauté par une plus grosse boîte avec un peu de moyens, ça aurait pu aller un peu plus vite, peut-être. Oui, peut-être. Avec peut-être moins de... Encore là, regarde, on est là, puis on ne s'en plaint pas, on ne le sait pas. Non, effectivement, c'est quand même. Puis dis-moi, c'est-tu plus facile d'innover? C'était-tu plus facile quand on était petit ou ça devient plus facile quand on est gros? C'est jamais nécessairement facile. C'est jamais nécessairement facile que tu sois petit ou gros. Quand tu te plantes, que tu es petit, ben, ta famille passe à la casserole, là, tout le monde ensemble, quand tu te plantes d'aplomb. Si tu prends des risques démesurés, je pense qu'on a pris dans notre vie d'entreprise des risques. Tu sais, je regarde tous les projets, notre usine à Saint-Jean, c'était comme tout projet, dépassement de coûts, dépassement de ci, de ça, où tout le monde nous disait, bon, ça y est, un autre qui va se planter, ben, tu peux t'attendre des fois à ramer dans le gravel. Tu sais, c'est comme, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Mais les risques que tu prends quand tu es d'une certaine taille méritent d'être mieux mesurés parce qu'ils ont des conséquences sur tes employés. C'est une entreprise, une PME qui a 30, 40 employés, bien, c'est 30, 40 familles qui vont souffrir. C'est des fournisseurs que tu vas laisser des fois en difficulté. C'est des clients que tu vas décevoir. Donc, les conséquences quand tu es d'une entreprise d'une certaine envergure, d'une certaine taille, prennent plus ont plus de risques pour une communauté un petit peu plus élargie. Donc, c'est pour ça qu'on se doit d'avoir un petit peu plus de paramètres de prévention, de ne pas aller au-delà de 20-25 d'innovation dans notre réflexion stratégique. Mais je le dis toujours, pour une entreprise, l'innovation, c'est comme en vélo. Si tu n'avances pas, tu tombes. Donc, on se doit de toujours être un petit peu en avance, de toujours voir qu'est-ce qu'on peut amener d'innovant, parce que nos vis-à-vis, là, moi, regarde, on est une
PME. Là. On a 3 usines, on a au total peut-être quoi, une centaine d'employés. Nos vis-à-vis, là, c'est des ADM, c'est des Ardent Mills, c'est des multinationales. On est une piche-note qu'on transforme les 2 organisations ensemble un peu moins de 100 000 tonnes par année. Juste à Montréal, c'est un marché de 1 million de tonnes. Donc, tu sais, c'est des multinationales avec des poches extrêmement profondes. Je pense que le chiffre d'affaires de ADM, c'est 37 milliards. Tu sais, donc, des business de 50, 60 millions, c'est ça nos vis-à-vis. Mais la beauté de ça, c'est que plus c'est gros, plus c'est frileux. Donc, l'opportunité pour les petites entreprises, c'est justement d'être créatif, d'être innovant, puis d'être vite sur ses patins. D'une petite organisation, d'une PME, l'équipe de direction prend une décision le matin, bien, le lendemain, le plan d'action peut être déjà en branle. D'une multinationale, et je le sais, mon fils me dit, il a été chez Maple Leaf, il a été chez Saputo, il a été des grandes organisations. Il me disait, c'est comme un projet, là, ça remonte la ligne de commandement, ça redescend la ligne de commandement, les finances bloquent, et tu travailles pendant 1 an pour que quelqu'un dise, finalement, la priorité a changé. Un peu comme au gouvernement, des fois. Ouais, il y a beaucoup de monde à convaincre pour que ça c'est ça, il y a bien du monde à convaincre. C'est la beauté de la PME, c'est d'être possiblement très nerveux, d'être. Mais le danger là-dedans, c'est de devenir frileux, d'avoir peur de ses propres projets. Oui. Toi, est-ce que tu as eu. Parce que je sais que tu as eu des moments parfois difficiles, mais aujourd'hui que tu ne regrettes pas, tu as eu sûrement beaucoup de plaisir dans cette vie d'adrénaline, finalement? Oui, question de philosophie de vie. Là, tu sais, je suis au monde tout nu. Là, tu sais, je vais probablement mourir d'une petite boîte comme tout le monde. C'est pas, je pense que on souhaite la boîte de carton au moins. Comment tu vois l'avenir pour le Québec au niveau du durable? Parce que toi, tu as vraiment t'as parlé de ça, ça n'existait pas, le bio n'existait pas. Il y a eu Moi, je suis fasciné par ce qui se passe depuis 10 ans. Je représente le secteur de la transformation auprès de la filière grain du Québec. La filière grain, tu as la transformation, évidemment, le milieu agricole, l'UPA et les semenciers, Solio, les coopératives et tout ça. Et je suis fasciné de voir comment, il y a 10 ans, on riait de l'environnement. Tu sais, on disait, ben oui, c'est pas pour quelques abeilles qu'on va mettre à risque l'agriculture. Et je vois depuis 10 ans, là, depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans, le discours s'adapte, le discours change. Peut-être pas à vitesse que je l'aurais souhaité, mais ça change. Et ça, je vois ça comme extrêmement positif. Et il faut voir là-dedans qu'il y a des intérêts financiers, des intérêts économiques. On ne peut pas s'attendre à ce que des grosses boîtes qui ont des intérêts extrêmement variés. Tu sais, je regarde une structure au Québec qui a le plus d'influence dans l'agroalimentaire, la Coop fédérée Solio Agriculture, tu sais, qui sont dans le lait, dans le porc, dans tout ça, mais je vois aussi en parallèle la réflexion que la pandémie a amené, à savoir, bon, ben, si tout notre portefeuille de développement économique est axé sur 1 ou 2 filières comme le porc, et que la fièvre afteuse ou la fièvre chinoise rentre dans notre troupeau porcin, c'est l'agroalimentaire au complet qui passe à la trappe. Donc, il y a tout l'espace financier agricole qui est mis à risque à cause de 1 ou 2 filières qui ont été extrêmement porteuses en termes de support économique. Mais on a pu voir avec la pandémie que il y a 10 ans, d'avoir fermé pharmaceutique parce qu'on ne voulait plus investir dans la recherche, d'avoir fermé tout parce que la chaîne d'approvisionnement était moins chère en se délocalisant, bien, on se rend compte que même notre secteur agroalimentaire, je peux vous donner un exemple là-dedans, là, notre usine qui est à Saint-Polycarpe. Moi, j'ai travaillé à Saint-Polycarpe, j'étais étudiant en génie. En 68, j'ai travaillé à Saint-Polycarpe à planifier du drainage agricole. Saint-Polycarpe, à ce moment-là, il y avait à peu près 240 agriculteurs d'une économie qui sortait dans les années 60, là, qui sortait un petit peu de l'autarcie agricole où tout le monde avait sa petite érablière qui tirait 12 vaches, qui faisait un grand jardin sans eau. C'était encore là, dans les années 60. Saint-Polycarpe était à la sortie de ce momentum-là. Aujourd'hui, Saint-Polycarpe, il y a 8 agriculteurs. Et il arriverait une problématique mondiale dans le transport, dans le transfert, dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Bien, au Québec, là, on mourrait de faim, mais enterré dans le soya et dans le maïs.
Donc, il y a un élément de réflexion qui commence à se faire à cause de ce qu'on a vu au niveau des masques, à travers de l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement, de dire, oh, peut-être ça coûte peut-être un petit peu plus cher, là, mais peut-être qu'on a intérêt à revoir nos modélisations d'approvisionnement, de voir est-ce qu'on peut augmenter l'autonomie alimentaire, est-ce qu'on peut, et c'est quoi l'impact des défis climatiques, c'est quoi les impacts de tout ce qu'on a pu constater depuis quelques années sur l'agriculture, sur le monde agroalimentaire. 2030, là, où on parle de réchauffement qui ont des effets, et nous autres, on le voit dans le secteur des grains depuis 3 ans. L'été passé, je ne sais pas pour tout le monde autour, là, mais je pense que si j'ai fait ma pelouse 3 fois, c'est beau. Là, non. Ouais. C'est un certain indicateur du niveau de sécheresse. Bien, dans les récoltes de blé qui approvisionnent nos moulins, le rendement a été de 50 % à cause de la sécheresse pendant une période, les 6 semaines que le blé a besoin d'eau, il n'y en a pas eu. Ça a été merveilleux pour le soya, ça a été merveilleux pour le maïs, là, mais le blé, ça a été le désastre. Mais ça amène à des réflexions sur notre modélisation, notre diversification d'approvisionnement agroalimentaire, comment est-ce qu'on veut revoir nos chaînes d'approvisionnement. Et ça, je vois ça comme positif parce que les problématiques que ça nous a amenées nous force l'État, en tout cas, puis force le milieu financier, sûrement, à se questionner sur, il nous reste quoi, 10 ans pour faire un certain virage, pour revoir un petit peu comment est-ce que le Québec, le Canada, l'Amérique du Nord peut se repositionner dans un monde où l'environnement prend de plus en plus d'impact financier. Regardez juste les compagnies d'assurance qui ne savent plus où se garrocher. Donc, c'est des choses, là, et je prends juste... on est impliqué dans un projet de recherche, nous autres, avec le Sérum, avec l'Université Laval, sur de l'adaptation de génétique de blé qui peut résister aux sécheresses, qui peut s'adapter au changement climatique. C'est des projets qui prennent 7 ou 8 ans avant d'avoir peut-être l'ombre d'espoir d'une génétique qui peut s'adapter. Ça nous mène à 2028, 2029, puis on parle de 2030, on est à 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés. On peut se souhaiter bonne chance. Mettez-vous de chum avec un meunier. Mettez-vous. Mais moi, j'en connais un. Michel, on a qui traîne en avant de son usine, on pourrait peut-être aller la chercher. Michel, on a reçu une question dans le chat par rapport à la structure du sol. Donc, comment réintroduire de la vie microbienne et des nutriments magnésium, azote, potassium d'une manière biologique ou naturelle dans les sols? Oh, mais je ne donnerai pas un cours d'agronomie ce matin. Là. Je pense que le Cégep Victoriaville fait une maudite bonne job à accompagner les agriculteurs, mais il y a autant des rotations de culture, juste de revoir pourquoi ces éléments-là ne sont plus là. Je pense que déjà, on a un élément de réponse. C'est comme on était au Québec, notre rotation, c'était une année de blé d'Inde, une année de maïs. Donc, je pense qu'il y a des réflexions, puis il y a beaucoup d'encouragement. Ça fait partie aussi des choses qui ont changé beaucoup l'accompagnement des agriculteurs dans leur réflexion agronomique. L'influence que le secteur bio a eu sur l'ensemble de l'agronomie, des engrais verts qu'on parlait dans le bio il y a 15 ans, il y a 20 ans, maintenant, c'est devenu comme un élément porteur dans la régénération des sols. Je pense qu'il y a comme... Pour répondre à la question, là, je pense qu'aller voir Cégep Victoriaville, aller voir les instituts, l'Université Laval, il y a beaucoup de choses qui sont publiées. Les clubs conseils sont là pour accompagner les agriculteurs. Il y en a ici d'ailleurs. Oui. Merci Robert. C'est déjà tout le temps qu'on avait. C'était passionnant, encore une fois, d'échanger avec toi. Tu vas rester avec nous parce que Francine va un peu renchérir en tant que MBA de l'innovation sur le... Toi, tu le fais d'instinct, tu le fais avec ta passion et puis c'est vraiment communicateur. Maintenant, Francine, elle va essayer d'expliquer un peu plus les mécanismes ou un peu des grandes lignes de tout ça encore très brièvement. Alors, oui, je laisse merci la beaucoup, parole à Josiane et Francine. Donc, Francine Masson, je vous la présente. Elle se spécialise dans la résolution de problèmes complexes de commercialisation et d'innovation, de la réflexion jusqu'à l'action. Alors, Madame Masson a gravi chacun des échelons dans l'entreprise familiale pour ensuite créer et diriger sa propre entreprise. Elle présente régulièrement des conférences et ateliers de formation et a réalisé des mandats en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et en Afrique du Nord.
Diplômée des HEC, Francine Masson est titulaire d'un MBA en gestion des technologies et d'un MBA exécutif de Paris-Dauphine en France. Elle est chargée de cours au deuxième cycle à l'ETS. Francine est membre de l'ADRIC et est impliquée auprès du RCTI pour lequel elle a accompagné plus de 1250 entreprises. Madame Masson a créé les meilleures pratiques d'innovation intégrée et développe des outils numériques en gestion de l'innovation. Donc, je suis très contente de la recevoir aujourd'hui. Alors, j'aurais envie de vous poser comme première question, qu'est-ce que vous voyez comme plus gros obstacle pour les entreprises qui souhaitent innover? La marche est haute. Parler après Robert Beauchemin, il va vous dire, là, c'est un gros défi. Il me semble que tout ce qu'il a dit, c'est toutes des choses auxquelles j'adhère, donc je ne veux pas répéter. Puis je pense que ce qu'on partage beaucoup, Robert et moi, parce qu'on se connaît quand même de longue date, on disait tantôt, on s'est croisés, sillonnés, échangés, discutés au cours des dernières 20-22 ans. C'est en fait la passion du client. J'ai le goût de répondre ça. La passion du client, puis là, il me vient en tête parce que j'accompagne présentement des entreprises en bioproduits, des entreprises, des antimicrobiens, toutes des choses qui sont orientées vers l'utilisateur final, donc je dirais le consommateur. Et puis, leur plus gros obstacle, c'est de bien comprendre à qui on veut présenter ce produit-là, bien comprendre pourquoi je le fais. Souvent, dans le domaine de l'innovation, je dirais, ou la clientèle que je rencontre, ce sont des personnes scientifiques qui ont l'idée de développer une technologie ou un produit, un projet de R&D, mais qui n'ont pas vraiment le senti de la clientèle sur le terrain et de faire passer cette innovation-là vers l'acheteur potentiel et qui se mettent dans la peau de l'acheteur. C'est un des gros défis. Je pense que pour innover, il faut avoir vraiment, pas juste, ça prend la vision, mais une compréhension. Parfait. Donc, la communication avec le client, vraiment mettre en valeur notre produit, être en mesure... C'est de se mettre dans la peau du client, c'est d'être un client, de se dire pourquoi le client en veut et non pas le scientifique en moi dit que c'est comme ça que ça devrait être, puis je ne comprends pas que les gens ne sont pas sensibilisés à ça. Regarde, tu ne feras pas l'éducation de la planète. Écoute ce que la planète te dit, par exemple, ça va être tellement plus facile. Hier, avec un client, je disais, regarde, on n'a plus besoin du bâton de pèlerin, arrête d'essayer d'évangéliser, va où est-ce que c'est facile. Soyons paresseux. On peut aller vers quelqu'un qui en veut au lieu de se battre parce que des fois, ils ne saisissent pas, puis ils ont des beaux produits. Dans le fond, ce n'est pas le produit, j'en ai ma question. L'idée est superbe, mais c'est de la transposer pour l'amener à un client qui est là, ça peut être un défi. Puis, est-ce que vous voyez un peu les clients, la clientèle présentement, qu'est-ce qu'ils recherchent, ceux qui sont conscientisés au côté biologique? C'est quoi qu'est-ce qu'on peut leur dire là, pour les amener à consommer? Ça fait plaisir à constater que là, puis Robert Dick le remarque depuis au moins 2 ans, là, la conscience sociale sur l'environnement, il y a toute la question, oui, des emballages, mais même le consommateur lui-même va prendre le temps de regarder le contenu d'une étiquette. On parlait la semaine dernière avec un client de dire que c'est un clean label. Je dis, comment on dirait ça, clean label en français? Ben, c'est une liste réduite d'ingrédients. J'ai dit, c'est un élément tellement positif qui joue en ta faveur parce que maintenant, on est là. On essaie d'éliminer tout ce qui est, non pas superflu, mais qui a peut-être un impact même sur la santé en se disant, mais tel savon laisse un résidu sur la peau qui nous dit que ça ne serait pas des sources cancérigènes éventuellement. Donc, toute cette conscience sociale-là, après 20-25 ans bientôt dans le milieu, je dirais que je la sens beaucoup plus forte, moi, depuis à peu près 3-4 ans. Puis le consommateur, depuis à peu près 2 ans. Puis la COVID, évidemment, ça va donner un beau coup positif là-dessus. Les gens ont pris conscience, la santé, c'est important. Wow! C'est comme si c'était une grande nouvelle. On innove, on va prendre soin de notre santé maintenant. Oui, c'est vrai. Puis, vous avez donné des conférences, vous avez rencontré des entreprises partout à travers le monde. En termes d'innovation, quelle différence avez-vous observé entre les entreprises québécoises puis d'autres entreprises ailleurs dans le monde? On a un côté peureux. On pense petit.
Puis Robert, tantôt, il disait, tu sais, c'est un sinon qui démarre quelque chose, on va essayer de dire, ben, il est fou, il est malade dans la tête, puis une fois qu'il réussit, c'est quasiment un écœurant d'avoir réussi. On a encore cette jalousie-là, je dirais, culturelle. Moi, dans mes exemples, je dis, il y en a un qui ouvre un stand à patates frites, puis au lieu de dire, je vais aller l'aider, puis on va faire le meilleur stand à patates frites, le plus gros, non, je vais aller en ouvrir un juste au bord de la rue pour l'écœurer. On a encore cette difficulté-là à avoir une vision d'ensemble et être assemblable. Ben, je dirais que ça, c'est le talent d'un bon entrepreneur. Parce que si tu veux être capable de grandir ton entreprise, il faut que tu puisses amener des gens avec toi et non pas que ça soit juste par dépit. Moi, je ne veux pas être boss, OK, je vais aller travailler pour là. Non, c'est qu'ils croient en ta vision. Et puis, tout ça fait que, je dirais, on est encore dans cette difficulté-là d'arrêter de jalouser son voisin. Il y a l'autre élément que je remarque beaucoup quand je travaille du côté de l'Europe, c'est en Europe, je trouve qu'il y a une super belle ouverture. On va chercher l'expertise externe. Pour eux autres, c'est l'expert externe va me permettre d'aller 2 fois plus vite parce qu'il manque ce savoir-là. Je le rentre dans l'entreprise, puis je m'en sers, puis yes, on a gravé une marche. Ici, c'est comme des fois, on lève le nez. Hein, consultant, tu es malade? Non, je suis capable. J'ai encore la culture de je me pète les bretelles, je l'ai fait tout seul, on est du monde fort, on est fait fort au Québec, on n'a pas besoin de personne. Sauf que tout ce temps-là, tu perds ton temps. Il y a des belles connaissances à l'externe et c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est d'aller essayer de pick everybody's brain, essayer d'en chercher le plus possible. Je le vois en Europe. Récemment, justement, je travaillais des mandats avec l'OCDE en Tunisie. Comment les gens, puis il y avait beaucoup de projets agricoles en Tunisie, et comment je voyais que les gens cherchent à s'entraider entre eux. Puis je peux-tu collaborer? J'ai tel client, il pourrait devenir ton client. On a encore un petit peu cette petite difficulté-là à sortir de la jalousie. Puis en même temps, on est trop modeste. Tu essaies de leur dire, regarde, les Américains, ils se positionnent et ils disent, je suis le numéro 1 parce que je sais que j'ai le meilleur produit puis je peux le démontrer. Ça, des fois, on a une petite fausse humilité. Ben non, je ne peux pas le dire. Pourquoi? Ben, c'est parce que tu as peur de te faire taper sa tête par ton voisin. Il faut savoir aussi se positionner. Puis ça, je répète souvent la petite anecdote de... c'est pas Robert Beauchemin, mais... Serge Beauchemin, je m'excuse, qui est en technologie, investisseur en technologie, que vous avez vu aussi peut-être au Dragon, que j'ai connu avant cette période-là, où il avait déjà présenté à des gens de technologie, il disait, tu sais, là, à l'heure du midi, quand tu étais petit garçon, là, puis que tu sortais là, dans le cours d'école, puis comme en ce moment, là, tu sais, les grandes montagnes de neige, là, il dit, c'est le premier qui court en haut de la montagne, puis d'en haut de la montagne, il dit, ça, c'est la mienne. Tu tasses tout le monde en bas, puis c'est ma montagne. Bien, que l'entreprise soit capable de dire pourquoi c'est sa montagne, puis la réclamer, dire c'est mon positionnement, c'est moi, je sais que je fais de mon produit, puis je suis capable de vous le dire pourquoi. Ça, c'est un petit point faible qu'on a encore. OK, c'est bon. Je pense que les gens qui nous écoutent ont certainement pris des notes là-dessus. Puis, j'aimerais aussi savoir, selon votre expérience, est-ce que vous voyez des beaux cas à succès de gens qui se préoccupent de l'environnement dans la création de leurs produits? Ben, regarde, on a un meilleur exemple comme la Milanaise qui est avec nous autres ce matin. Je veux dire, oui, je pense aux autres. Je pense à Premier Tech à Rivière-du-Loup, qui est un succès phénoménal, puis qu'on ne parle pas assez, je dirais. Puis moi, j'ai le plaisir même de collaborer avec Premier Tech pour en faire des études de cas. Nous, on est en maîtrise en gestion d'innovation, puis avec des ingénieurs. Donc, d'amener le côté vécu, puis d'aller chercher des témoignages concrets, permet justement de faire le lien, puis je riais tantôt parce que demander à des ingénieurs s'ils sont créatifs, je vous jure que c'est tout un acte d'humilité, ils ne veulent jamais dire ça. C'est comme si, non, moi, il faut que je prouve que je suis un cartésien, et puis je reprends, et puis là, il vous a dévoilé que j'utilise même des Legos quand on est en face à face pour essayer de leur faire voir que si tu n'es pas créatif, tu fais juste dire aux gens que tu es pas capable de trouver de solution à tes problèmes. Fait que je t'ai bien aimé de commencer à admettre que tu es créatif parce que tu sais générer des solutions. Et ça, c'est une confiance encore à bâtir. Et puis être capable vraiment je dirais, de se positionner comme étant innovateur. Tu sais. Comment est-ce qu'une entreprise va pouvoir introduire une préoccupation environnementale dans son processus d'innovation? Est-ce que c'est une des pièces du puzzle ou ça fait partie intégrante? Comment est-ce que ça fonctionne?
Bien, je pense qu'en ce moment, puis moi, je suis toujours en faveur d'essayer d'aller identifier where's the pain, où est-ce que ça fait le plus mal, être capable de parler à ton client. Puis ton client peut être un fournisseur, peut être un partenaire, mais c'est avec qui tu veux négocier, transiger, identifier c'est en quoi lui, il y a une corde sensible et comment moi, j'y réponds. Donc, de vraiment être capable de pouvoir amener à son client, justement, ou quand je dis client, là, ça peut être un partenaire. Puis moi, je crois souvent que ta clientèle, c'est peut-être ton premier compétiteur parce que tu as peut-être oublié que lui, il a peut-être besoin de ta plateforme technologique ou il a peut-être besoin de quelque chose que tu as fait. Donc, revoir ton environnement et puis être capable de savoir offrir puis changer son discours selon, tu sais, si tu parles à un financier, tu ne peux pas avoir le même discours que si tu parles à un acheteur final ou à une grande chaîne, je ne sais pas moi, est-ce que tu voudrais, négocier avec Sonium de la Cour fédérée ou si tu veux négocier avec Pharmacie Jean Coutu, ben, ton discours va être différent. Donc, il faut savoir l'adapter aussi, tu sais, pour bien répondre. Parfait. Puis, qu'est-ce que vous recommandez aux entreprises qui veulent innover, qu'elles soient grandes ou petites? Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour mieux innover? Connaître ses forces et ses attributs. Tu sais, en quelque part, si tu as un produit qui est pas imitable, si tu as quelque chose d'unique, déjà là, tu peux tabler, être capable de te distinguer puis te faire une petite place. C'est pas toujours facile, mais aussi, c'est parce que, tu sais, une entreprise innovante, ça part par des individus. On s'entoure de monde, ça c'est une chose. Tu vas avoir aussi un produit, donc quelque chose qui doit être distinctif, mais tu as aussi développé des méthodes, des façons de faire. Puis ça devient propre à l'entreprise. Tu sais, on peut partir avec deux entrepreneurs, entreprises en démarrage sur le même pied d'égalité au départ, puis il y en a un qui va faire un succès phénoménal, puis l'autre, ça ne lèvera jamais. Je dis pourquoi? Bien, c'est parce que ce n'est pas juste l'idée puis le produit, c'est les gens qui sont autour, c'est les processus, les façons de le faire, c'est des façons de le présenter aux clients, c'est l'accès au financement ou bien l'accès à un endosseur pour t'aider à partir. C'est tout ça qui crée, je dirais, et puis de développer tes bonnes méthodes. Tu sais, tu vas être capable de pouvoir te distinguer, puis développer ta petite recette qui bâtit une connaissance corporative qui est ton savoir-faire, qu'un autre ne pourra jamais dire qu'il a la même connaissance. Oui, c'est bon, c'est vrai. Donc, on inviterait les personnes si vous avez des questions pour Mme Masson, pour M. Beauchemin, on va avoir du temps pour répondre à des questions. Michel, toi, est-ce que tu avais une question? Oui, bien, Francine, tantôt tu disais, souvent, tu le dis, je dis souvent ça, moi aussi, ça commence par les humains. Ce n'est pas des machines, ce n'est pas des 4.0 là, qui amènent l'innovation, c'est les humains. Puis tu disais aussi tantôt, on n'ose pas être créatif. C'est comme péjoratif d'être créatif et humain. Puis tu disais, on est trop modeste, fait qu'on se sent obligé d'être rationnel, intelligent. Puis j'ai essayé d'amener un petit peu Robert là tantôt ça en disant, ben, c'est-tu absolument les connaissances techniques? Oui, ça aide, là, ça en prend, il faut avoir des faits, des chiffres, mais au bout du compte, quand on avance puis qu'on défonce des portes, puis qu'on est innovant. Tellement au sujet de discussion hier, j'ai quelqu'un qui a un produit très technique, OK, qui est fait au Québec, une belle fierté, je dirais, puis qui dit là, il faut vraiment que je m'entoure d'une équipe, avoir des gens qui vont faire la vente pour moi. Quel genre de personne? Est-ce que ça me prend une personne technique, un agronome, un ci, un ça? Je fais comme câble. Commence par trouver un individu qui a de la passion, ça a été ça ma réponse, qui a la passion de ton produit, qui va être capable de passer le message de ton produit. De la formation technique, ça s'acquiert toujours. Donc, on commence par l'individu. Si une base technique, tant mieux. Sinon, il peut aller la chercher si tu sens que tu as une bonne chimie avec lui, que tu vas lui faire confiance, puis qu'au lieu que toi, à chaque fois, tu ailles faire le développement des affaires, il ira ouvrir des portes, puis toi, tu sortiras juste comme le président qui va signer le contrat. Ça va donner du prestige à ton entreprise, puis tu vas te bâtir justement des gens, tu vas pas déléguer aux gens. Fait que, pour moi, oui, le technique est important. Si tu veux distinguer, de plus en plus, c'est par le savoir, c'est par nos processus, c'est ce qu'on développe. Mais ça te prend aussi du monde que tu ne vas pas en rallier. Fait que je dirais le leadership et le visionnaire, c'est peut-être ça qui est la clé de succès des entreprises. Puis quand on dit un leadership, un visionnaire, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est en avant, qui a un grand drapeau blanc que tout le monde connaît. Ça peut être des gens qui sont complètement dans l'ombre et que c'est leur équipe qui est en avant. Mais du leadership, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui crie fort, c'est quelqu'un qui sait rallier le monde.
Je veux juste rajouter, Francine, effectivement, oui, tu peux être dans l'ombre, mais il faut être aussi conscient que les gens autour de toi, quand le vent lève, c'est vers toi qu'ils retournent le regard pour voir ton body language, pour voir si les genoux sont assez solides. Puis c'est là que ça compte, parce que si moindrement tu as une hésitation, la confiance de l'équipe, surtout dans des projets complexes, le leadership et là, l'appui que la direction va donner à son équipe de R&D, à son équipe d'innovante, parce que quand eux autres vont au bat, puis que les gens de production disent, ben ouais, donc, je ne suis jamais capable d'intégrer ça. Quand l'équipe de marketing disent, comment on va vendre ça, ils vont se retourner, tout le monde, l'appui de la direction, du directeur, du leader à ce moment-là devient critique, même s'il est dans l'ombre, parce que c'est lui qui doit, à un moment donné, dire, regardez, oui, il y a un risque, oui, ça fait partie de tout ça, là, mais on va y aller. Puis là-dessus, je vais juste peut-être partager. Michel, tantôt, tu me posais la question à savoir, as-tu un processus? Puis, tu sais, je parlais de StageGate, mais pour moi, je me ramène bien souvent à une expérience que m'a apprise un prof d'entomologie à McGill, Stuart Hill, dans les années 80. Puis il m'avait dit, devant des problèmes d'une grande complexité, comme ingénieur, comme scientifique, mais aussi comme personne, il y a un processus en 3 étapes. Puis la première étape, il définissait ça comme obvious simplicity, la simplicité évidente. Tu sais, notre approche de dire, ben, voyons, il n'y a rien là, réglez-moi ça, c'est bien simple, on va le régler. Avant de tomber dans la deuxième étape où il parlait, lui, de profound complexity. Et c'est là que les ingénieurs se font un party de relier la profondeur de la complexité, les étapes, ça, c'est relié à ça et ça, c'est relié à ça. On le voit dans un réseau à un moment donné où tu as tellement de fils conducteurs dans une entreprise qu'à un moment donné, tu ne sais pas qui répond de qui et c'est rendu à quelle étape. Puis on n'en sort pas de cette étape-là, à moins de passer à la 3e étape, puisque Stuart Hill définissait, comme on parlait de obvious simplicity, profound complexity. La 3e étape, il définissait ça comme profound simplicity. La simplicité profonde, puis c'est une étape qui nous fait passer à 10 000 mètres d'altitude, où on peut répondre à une loi que lui, il me parlait de la loi des 3 F en entreprise, le fun, tu vas-tu avoir du plaisir? La foi, est-ce que tu y crois suffisamment? Et est-ce qu'il y a du fric? Donc, sa loi des 3 F, c'est le fric, le fun, puis la foi. Et tout ça peut aller au-delà, mais il faut que tu sortes de la complexité qui va te dévorer tout rond, qui va faire en sorte qu'il y aura toujours une raison pour que le projet n'avance pas. C'est bon, merci. On a aussi eu une question. Oui, excuse, Michel. On a eu une question. Est-ce qu'il faut laisser le temps aux équipes à l'interne pour amener des idées et être créatifs? Robert, est-ce que tu veux répondre en premier? Moi, les équipes chez nous, ils travaillent plus avec des freins que des fouettes. Dans le sens qu'ils me voient rentrer avec les yeux pétillants puis ils regardent le ciel en disant « Ah non! » Mais il faut encourager ça. Je pense que le temps, oui, ça prend du temps. Des fois, il faut que tes projets, à un moment donné, il faut que tu les amènes à un certain niveau puis que tu laisses sédimenter un petit peu pour mieux mais pas les perdre, pas les mettre de côté. Mais oui, effectivement, je pense qu'il faut y réfléchir. Moi, je pense que pour être créatif, ça demande du temps. Donc, si on tient toujours les gens dans une structure trop ferme, ben, on ne leur donne pas le temps d'avoir du recul pour devenir créatif. Puis je dirais que c'est le plus gros défi en innovation. C'est le paradoxe entre la créativité et le rendement. Fait que Google, c'est connu. Les Google de ce monde, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aux employés qu'ils peuvent prendre 20% de leur temps pour générer des projets de leur propre initiative. Ils ont cette liberté d'être créatifs, ou bien il y a aussi la culture en entreprise de se dire, est-ce que je vais être pénalisé si j'essaye d'être créatif puis d'amener une nouvelle idée? Est-ce que je vais être mal jugé parce que je n'aurai pas eu un rendement optimal? Fait que c'est de faire un équilibre pour dire aux gens, non, tu as le droit de te casser le nez. Puis ça, si tu as une culture qui accepte que tu as le droit à l'erreur, ben, tu es sûr que tu auras des gens encore plus créatifs. Je pourrais peut-être juste rajouter à ce que Francine vient de dire, là, l'étape du milieu que je parlais, de profonde complexité, l'analyse technique, là, ça, c'est l'étape pour moi où il doit y avoir un début et une fin. Parce qu'autrement, ça n'en finira pas.
À un moment donné, il faut que tu sortes avec la lecture économique, l'ingénierie, l'approvisionnement. Ça prend des balises à dire j'ai besoin de ça dans 90 jours, j'ai besoin de ça dans 3 semaines. Mais les dernières étapes de réflexion profonde, ça, il faut prendre le temps. En fait, Robert, si je traduis ce que tu dis, c'est que tu n'auras jamais toute l'info, mais après 90 jours, tu arrêtes, puis là, avec ce que j'ai. Bien, dépendant du projet, là, mais effectivement, il y aura toujours matière à gratter, à savoir au cas où ou qu'est-ce qui arrive si. Regarde, on peut l'inventer, là. Ça n'a pas de fin. En fait, il faut avoir des métriques, il faut mettre une limite. On crée un sentiment d'urgence. On dit aux gens, regarde, il faudrait trouver une solution là-dedans. Est-ce qu'on pourrait penser avoir trouvé la solution d'ici 30 jours, d'ici 60 jours? Puis le fait qu'il y ait une certaine balise va amener les gens à générer plus de créativité parce que c'est dans le sentiment d'urgence. Puis je vais reprendre un peu, Robert mentionnait tantôt, tu sais, l'être humain, quand il est confortable, là, il ne fera pas un gros effort. Mais s'il se sent un petit peu coincé, il va se mettre à ramer puis il va pédaler. Ben, c'est le principe pour être créatif. Il faut aussi sentir qu'il y a urgence d'agir et de trouver des solutions, donc mettre des balises puis avoir une métrique. Se dire, regarde, on va avoir atteint notre objectif si on a fait ça, ça encadre tout ce temps-là. Tu sais. Un stress positif quand même, parce que c'est ça qu'on est. Mettre un peu de stress, la compétition que Robert parlait tantôt avec. Se garder un stress pour se garder alerte, mais en même temps, il faut que ça reste sain. Si je me plante, je vais peut-être garder ma job pareil. Il y a une fierté d'accomplissement. Parce que tu sens que, wow, il fallait le faire, puis j'ai réussi. Puis moi, je vais reprendre mon exemple de Lego, quand je peux les amener avec moi là, dans des groupes, ou surtout avec les ingénieurs à l'université, je leur donne 20 minutes pour créer leur premier modèle d'affaires de leur vie. Ils n'ont jamais fait ça, un modèle d'affaires, puis je leur pose 3 questions, je dis, 20 minutes, me créer une entreprise qui va faire des bas. Tu sais, je lâche ça, le débat de laine. Puis là, ça te regarde tout avec des gros yeux, ils ont un paquet de Lego devant eux autres, 20 minutes, c'est tout. Vous n'avez pas d'idée comment c'est fabuleux ce que j'ai pu voir comme idée, imagination, créer des docks de livraison, créer des cheminées qui étaient pour reprendre la pollution. C'était extraordinaire, mais c'est parce qu'il était pris dans une balise. Puis là, en état de panique, la solution arrivait. Je ne sais pas, il faut tenir tout le monde en état de panique. Là. Ce que je dis, c'est quand tu as le droit de prendre du temps, du recul, puisque tu sens que c'est permis de faire des essais, bien, les gens se lancent beaucoup plus librement, puis ils ont un fichu de beau rendement. On a reçu une autre question. J'invite les gens à continuer à nous poser des questions. À quel moment une entreprise doit se décider à passer d'une petite production artisanale à une production semi-industrielle? Qui veut répondre? Ça, c'est la question qui tue ça. Parce que c'est probablement l'étape la plus difficile, puis l'étape où on sous-estime le plus les impacts sur sa vie, sa famille, où l'artisan est encore maître de son domaine. Et je pense qu'il y a beaucoup d'introspection parce que c'est facile d'idéaliser la vie de « je vais grossir mon entreprise », mais de bien mesurer ça va faire quoi? Et là-dessus, je pense que c'est de concilier quelque chose qu'il faut définir comme c'est quoi ma qualité de vie? Et que ça soit bien clair pour soi parce que l'entreprise t'oblige à faire des compromis, puis bien souvent, un des compromis le plus facile, c'est la famille. Et ça, je pense que, tu sais, j'écoutais Marc Dutil hier dans l'entrevue qu'il a faite à Radio-Canada. Il constatait, lui, à 55 ans, que, ouais, je pense que j'en ai peut-être trop fait sur le dos de ma famille. Là, je suis obligé d'en prendre conscience. Mais c'est un passage qui est important, qui est critique. Puis même de moyenne entreprise à plus grande entreprise, tu as des étapes. Il y a du monde que je connais dans mon environnement d'affaires, dans le groupement des chefs d'entreprise, qui me disent, moi, là, mon entreprise, j'arrive à 25 millions, je la vends. Puis je dis, ben voyons donc, ça va bien. Pourquoi? Ben, il dit, moi, là, au-delà de ça, ça vient de changer. Ça me met un conseil d'administration, ça me met toute une structure auquel je sors de ma zone de confort. Je suis bien dans un certain milieu, je suis bien à travailler avec 20-25 employés. Je ne me vois pas avec une structure à 50 ou à 100 employés. Donc, je pense qu'il y a un exercice fondamental, puis je pense que c'est la responsabilité de beaucoup d'agents économiques de questionner les entrepreneurs parce que c'est facile de passer à côté de cette question-là. Puis pour compléter ça, tu n'es pas obligé de devenir gros. J'ai connu des entreprises, moi, qui me disaient, mais moi, ce n'est pas ça que je voulais. Moi, ce que je veux, c'est ma petite équipe, puis qu'on se sent bien, puis on veut... Fait,
tu peux rester petit jusqu'au jour où tu dis, bon, ben finalement, moi, j'ai fini mon trip de petite entreprise, j'ai le choix, ou je la cède à quelqu'un d'autre, un peu comme celui qui se donne un objectif à 25 millions, je la vends, ou tu choisis ton modèle d'affaires. L'important, c'est ta vision et être capable de la communiquer. Moi, je vois ça, je ne vois pas de limite, ben go, puis il y a des outils à prendre et de reconnaître ses forces. Moi, tu sais, d'être capable de dire, moi, rendu là, il faut que je laisse le contrôle à quelqu'un d'autre, ce n'est pas dans mes compétences. Ou j'ai eu des entrepreneurs, moi, c'était comme, ben, scientifique en moi n'est pas à l'aise de faire le développement international, tant mieux. Retourne dans ton laboratoire, tu crées des super beaux produits, va te chercher de l'aide. Il y a d'autres mondes qui, eux, c'est leur trip d'embarquer dans l'avion puis d'avoir un pilote pour les conduire. Donc, c'est aussi de reconnaître chacun individuellement qui je suis, c'est où, jusqu'où je vais aller, puis c'est quoi, parce que tu sais, justement, quand l'entreprise est en démarrage, c'est ton identité, c'est qui tu es. Mais à un moment donné, elle grandit l'entreprise, il faut être capable de se détacher émotivement et voir l'entreprise comme étant une entité en soi. Et là, comment tu veux le bien de cette entité-là? Suis-je la bonne personne pour le faire? Ça prend de l'humilité aussi, là, tu sais. Parfait, c'est bon. J'aimerais ça peut-être rajouter, Josiane, juste un petit point. Je parlais à un entrepreneur la semaine passée qui me disait on a beaucoup cette image-là que l'entrepreneur doit croître, doit grossir, doit avoir du succès, de l'ego, finalement, qui embarque, de dire hey, il faut que je sois bon, puis c'est là la prochaine étape, si je ne crois pas, je ne suis pas bon. Mais en fait, l'important, je pense que Robert l'a un petit peu dit tantôt, les 3 F, là, fun, foi, fric. Fait que l'idée, si tu fais de l'argent, si tu es heureux, si ça répond à tes valeurs, tant mieux. Si pour générer ton rêve, parce que Robert voulait que le Québec soit bio, puis il voulait que le bio revienne au Québec. Bon, il ne pouvait pas faire ça juste à Milan. Il fallait que ça grossisse pour réaliser son rêve. Là, c'est concordant, mais ce n'est pas nécessairement une étape obligatoire. Puis c'est jamais juste, c'est une grosse marche, ces étapes-là, souvent, un peu comme Robert disait. Là, ça ne marche pas en ligne droite. Là. Il y a un gros saut à faire, puis ce saut-là, il peut être un petit peu rough. Donc, si on n'y croit pas profondément, ben, les obstacles vont être difficiles. Parfait, merci. Donc, on va passer à un segment où est-ce que je vais vous parler un peu du Fonds EcoLeader, qui est un programme d'aide financière qui peut vous assister si vous avez des projets éco-responsables que vous voulez mettre en place. Ce que je dis toujours aux entreprises agricoles ou du domaine agroalimentaire, c'est de, premièrement, frapper à la porte du MAPAC, puisque leurs programmes sont souvent les plus avantageux. Par contre, ils ne couvrent pas tout. Et à ce moment-là, ça peut être une belle option là, de connaître le programme EcoLeader. Donc, on est 18 agents à travers le Québec et nous, notre but, c'est de vous épauler, de vous aider à trouver des experts qui vont vous aider dans vos projets. Et on a aussi une enveloppe de 18,5 millions pour supporter les entreprises qui sont prêtes à passer à l'action. Donc, notre but, c'est d'accroître la compétitivité des entreprises au Québec. Ce qu'on vise, c'est des projets qui vont aider à la réduction de l'utilisation des matières premières, par exemple, la réduction de l'utilisation d'énergie, la réduction de l'émission de polluants, dont les gaz à effet de serre, l'utilisation de technologies propres, l'augmentation de la recyclabilité des produits, l'approvisionnement éco-responsable, l'éco-conception et tout autre projet que vous pourriez imaginer pour vous aider à réduire votre impact sur l'environnement. Donc, pour être admissible au programme du Fonds EcoLeader, il faut être une entreprise à but lucratif ou une entreprise d'économie sociale et avoir une place d'affaires au Québec. Et ce qui est admissible, ce sont vraiment des honoraires professionnels, donc tout projet que vous faites avec un consultant et tout ce qui vient avec, là, les frais de déplacement, des frais de formation jusqu'à un maximum de 10 et du matériel aussi jusqu'à un maximum de 5 Et on offre une aide financière non remboursable qui équivaut à 50 des dépenses admissibles. Et ce programme peut être combiné à d'autres programmes pour un maximum de 75 maximum. Donc, des fois, ça arrive qu'on peut trouver un autre programme qui va venir se joindre. Alors, dans ce temps-là, on en profite. Des projets, on a 2 catégories de projets. On a des pratiques éco-responsables. Quand on parle de pratiques éco-responsables, c'est vraiment des processus, des méthodes. C'est comment est-ce qu'on fabrique nos produits. Alors que la catégorie technologie propre, à l'issue de ce projet-là, on va avoir une décision d'achat à faire. Donc, est-ce qu'on acquiert une technologie ou non? On a un site web que vous pouvez aller consulter. Si vous venez d'une autre région que Chaudière-Appalaches, vous pouvez trouver dans la section « Contacter votre agent »
l'agent qui va pouvoir vous aider. Et on a aussi un outil d'éco-orientation que je trouve intéressant, puisqu'il peut vous donner des idées, par exemple, si vous, c'est les gaz à effet de serre qui vous intéressent, vous cochez les cases, puis ils vont vous donner des exemples de projets de qu'est-ce que vous pourriez faire pour réduire vos gaz à effet de serre, finalement. Donc, je vais vous parler d'une entreprise qui a bénéficié du programme du Fonds Éco-Leader, qui est la coopérative Groupex. C'est une coopérative horticole qui regroupe 113 membres et elle est située à Lévis. Et dernièrement, ils ont réalisé un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre ainsi que celles de leurs membres. Alors, le but du projet, c'était de rédiger un guide de réduction des gaz à effet de serre. Donc, dans le guide, les entreprises membres peuvent choisir des actions qui ont été recommandées afin de réduire leur impact sur l'environnement. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir de vous parler. Alors, si on a d'autres questions, on va avoir encore, on a 10 minutes encore pour les prendre. Michel, est-ce que tu as eu des questions passées? Oui, il y en a une ici. Il y a quelqu'un qui nous demande, en fait, est-ce que vous diriez que l'accessibilité à des ressources externes est facile pour les entreprises agricoles? Et le réseau contact des entreprises est-il, de façon générale, assez diversifié? C'est une question quand même assez générale. Mais je sais que Francine t'a déjà donné des formations où tu parlais justement des ressources externes dans le milieu agricole. J'aimerais ça peut-être que tu en dises un mot et peut-être Robert pourra aussi renchérir là-dessus. En fait, quand moi, j'ai à le présenter ou quand je rencontre l'entreprise, le défi pour l'entrepreneur, c'est que l'écosystème en soutien à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire toutes les ressources qui existent, les gens ne les connaissent pas, je ne dirais pas qu'ils sont mal répertoriés, mais il y a tellement de points d'accès qu'ils ne savent pas tout ce qui existe. Puis ce qui rend le défi encore plus complexe, c'est presque à chaque année, il y a un nouveau programme, ou bien le ministère a retiré l'ancien programme, ou bien celui-là, il n'y a plus d'argent. Et puis de comprendre tout ça, souvent, ça décourage énormément les entreprises. Ils disent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources, je ne comprends plus. Ou bien, regarde, ça n'en finit plus, il nous demande une virgule, puis un autre point-virgule, puis il nous demande toujours de corriger. Fait qu'il y a une complexité dans le système qui rend, je dirais, l'accessibilité aux ressources difficiles. Si on parle d'accessibilité de ressources externes comme je dirais des experts, des consultants, bien, il y a même des organismes de consultation spécifiques aux entreprises agricoles. Donc, il y en a des ressources, mais c'est de repérer. Puis ça, je dirais même, Lynn est avec nous avec l'ADRIC, ça c'est un des points. Vous avez des gens au MAPAC qui peuvent aider. Puis il y a des... là, c'est parce que le nom m'échappe, mais il y a même des organismes qui sont là pour vous aider. Robert, je sais que toi aussi, tu as dû faire face à cette complexité-là. Est-ce que... Il y a plus de ressources qu'il n'y en a jamais eu, puis je pense que les ressources se sont adaptées. On se rappelle peut-être que, moi, j'estime que la période de 85 à 2000, là, dans la région, un peu partout, on n'en avait que pour les startups. On facilitait le démarrage d'entreprises un peu partout sans se préoccuper de leur capacité de survie ou même de les accompagner dans le passage qu'on mentionnait tantôt, de la passage d'artisans à petite entreprise, à PME. Et ça, je pense que ça s'est adapté depuis une dizaine d'années. Je pense qu'on a pris conscience de la réalité et du risque de voir l'entrepreneur dans tout le monde. Là, je pense que ça s'est adapté. Il reste quand même que dans beaucoup de programmes au gouvernement du Québec, on a parfois l'impression qu'on est dans le programme, on est à la recherche du filou. Donc, on va tout blinder dans le questionnaire, dans le formulaire pour identifier est-ce que c'est un projet valable et tout ça, sans nécessairement se poser les bonnes questions parce que c'est un formulaire que tu envoies à quelqu'un qui va l'examiner sans même t'avoir regardé dans les yeux, sans même avoir parlé avec toi. Puis il reste qu'on a beau être à l'étape, à l'époque d'Internet et des webinaires, là, mais je pense que des fois, beaucoup de banquiers ont compris ça. À un moment donné, la rencontre se fait un par un pour voir ce que tu as dans le corps. Effectivement, je dirais qu'il y a une complexité, mais l'important, c'est que ce réseau-là se connaît quand même assez bien, souvent. Oui. Alors, l'important, c'est de ne pas rester tout seul dans son coin puis d'oser poser la question.
Oui, mais effectivement, il y a des agents comme, je pense que ce que vous faites en Beauce-Appalaches, comme dans toutes les régions, les conseillers en transformation alimentaire, c'est devenu des courtiers de programmes. Et donc, ils les connaissent, ils peuvent bien souvent nous dire, regarde, ne perds pas ton temps, il n'y a pas d'argent là-dedans, ou le comité qui révise ça, les 3 projets sur 4 ne passent pas dans ce type de projet-là. Je pense que oui, il faut travailler avec les ressources du milieu et les ressources sont là. Et aussi, on mentionnait là, en commentaire là, de ne pas oublier de mentionner qu'on a 69 CCTT, donc des centres collégiaux de transfert de technologie là, qui sont disponibles au Québec pour nous aider. Puis, on avait une autre question. Quel serait le pourcentage minimum à investir annuellement en R&D dans une entreprise agricole? Je ne sais pas si ça peut se définir en pourcentage. Je dirais plus en notre niveau de tolérance, surtout en agriculture, où l'enjeu principal de rentabilité en agricole, c'est la gestion du risque. Et donc, dans des productions connues et bien établies, le risque est encore là. Alors, j'imagine, si on va en innovation, dans une nouvelle culture ou dans une nouvelle orientation agronomique, le risque va s'accroître. Donc, c'est une question de tolérance personnelle et financière de l'entreprise face au risque. Il y en a pour qui, j'en vois là, qui nous disent, j'ai 2000 acres en production, je me lance, je convertis tout dans le bio. Puis bien souvent, on est obligé de les accompagner elles-mêmes en disant, je ne suis pas sûr que tu te rends service. Vas-y donc sur 20 acres en premier. Puis dis, OK, d'abord, je vais être prudent. Je vais y aller juste sur 1000 acres. Et on est obligé de les amener finalement peut-être à commencer avec 100 acres pour que justement, ils puissent faire leurs erreurs et de ne pas manger toute une à première année. C'est toujours mieux de capitaliser sur des petits succès que sur des échecs catastrophiques. Mais ça, c'est une question de tolérance au risque de l'entreprise. Pour avoir eu à travailler dans des plans stratégiques avec des entreprises, une des règles qui revient, puis que les gens, quand j'en parle, aiment ça souvent, c'est au lieu de dire, je me fais une règle de 20-80, tu sais, je vais prendre 20 de risque, puis 80, là, pas trop risqué pour être innovateur, bien, aller de l'avant. Divise-moi plus 70, 20, puis 10. Donc, un 70 où tu veux rester bien positionné, puis tu restes l'entreprise qui va de l'avant. 20 où tu as des projets, tu as un portfolio de projets d'innovation, tu t'en vas, puis tu regardes un petit 10 de risqué casse-cou. Hey, on essaye tout ça, puis on accepte que si c'est perdu, ça faisait partie de nos plans. Donc, se donner une petite portion, de dire qu'est-ce qu'on fait avec notre petite portion de casse-cou. Et puis, c'est peut-être là que tu te révèles des choses parce que tu t'es donné la permission de le faire. Donc, c'est d'essayer de se donner aussi encore là des métriques. Comment on est confortable et selon les budgets. Tu sais, il y a des entreprises qui peuvent faire jusqu'à 40 de R&D parce que leur modèle d'affaires, ce n'est pas tant la vente de produits, mais la vente, disons, de la licence ou du brevet. Puis il y a d'autres entreprises que finalement, c'est un produit de répétition, sa R&D ne sera pas aussi grande. C'est pour ça que ça va varier beaucoup selon la vision d'entrepreneur puis ce qu'il a le goût d'accomplir avec son équipe. Puis après ça, se donner certaines balises pour que tout le monde parle le même langage. Peut-être aussi rajouter à ça que l'innovation, ce n'est pas juste sur des produits. L'innovation dans l'entreprise, c'est à bien des écarts. Ça peut être sur le process. Puis quand tu veux questionner ton process, la première place à aller voir, c'est va fouiller dans tes poubelles. Bien souvent, les profits sont là. Donc, si tu veux augmenter tes marges bénéficiaires avant de développer des nouveaux produits, là, va donc fouiller sur ce que tu n'arrives pas au marché. Si tu peux baisser, on a des entreprises boulangères qu'on a accompagnées, nous autres, ils sont passés de 17 de pertes à 3 de perte. Vous pouvez vous imaginer l'argent qu'il y avait là-dedans juste à réviser le process. Les révisions des processus administratifs. Je pense combien d'entreprises qui se lancent dans des aventures de ERP comme des aveugles, puis c'est quoi, le taux de succès est de 30 qui se rendent au bout. Tout logiciel, tu sais, qu'on utilise à peu près à 10 mais qu'on investit 800 000 dans l'implantation pour se servir de 10 de ça. Donc, l'innovation, là, ça se joue autant au niveau de comment on gère nos ressources humaines, comment on administre notre gouvernance, comment on se conduit soi-même. Il y a tellement d'espace où le risque peut être mieux calibré que dans le développement de produits ou de processus.
Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Donc, je vais y aller. Elle est quand même assez longue. Je vous la lis. Au-delà des blés et autres céréales, M. Beauchemin, quelles seraient vos prévisions des créneaux produits émergents des prochaines années, décennies en agroalimentaire pour le Québec, considérant les enjeux d'autonomie alimentaire, diversification, environnement? Pour ce créneau, croyez-vous que les capacités de production, transformation et commercialisation sont existantes ou sinon, quels sont les principaux points critiques dans la chaîne qui seraient limitatifs et nécessiteraient une adaptation? Bonne question. Je pense qu'il y a de l'opportunité dans bien des secteurs. Je vois beaucoup de micro-entreprises en production de légumes qui se développent, beaucoup de petites productions. Je vois des petits moulins qui émergent dans bien des régions. Je l'encourage. On a commencé comme ça, nous autres. Ça fait peur à bien du monde chez nous quand ils voient un autre petit moulin démarrer, mais regardez, c'est comme ça. Je pense que l'enjeu est beaucoup plus axé sur le canal de commercialisation qu'on vise, parce qu'on vit dans une des économies agroalimentaires probablement la plus concentrée en termes de distribution alimentaire, où tu as 3 joueurs majeurs qui contrôlent à peu près 75% du marché et qui ont droit quasiment de vie et de mort sur le produit, où c'est devenu, tu ne fais pas d'argent en vendant, tu fais de l'argent en achetant. Donc, toutes les contraintes, tous les sous-entendus qui ne sont pas dans l'entente verbale ou dans le clin d'œil que tu as avec l'acheteur. Donc, je pense que le choix de son canal de commercialisation va être critique dans l'orientation de marché. C'est sûr qu'on voit des projets émerger, on parle de légumineuses, de tout ça, mais quand on voit des investissements comme 400-600 millions qui se font du côté du Manitoba pour encourager la transformation de poids, on a questionné. Il y a des créneaux qui sont extrêmement porteurs sur les légumineuses, mais qui sont beaucoup plus axés sur les nutraceutiques. Je ne suis probablement pas la bonne personne à qui demander ça parce que je lève une roche puis je vois que ça bouge dans toutes les directions. Il y en a qui ne voient rien, mais moi, je vois des opportunités d'affaires dans tout, mais il faut juste savoir les conduire. Mais encore là, de bien avoir une idée sur qui va acheter ça puis dans quel contexte. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. On arrive à la fin. Écoutez, je vous dis un énorme merci. C'était fascinant. On avait une petite section, je ne la passerai pas là, parce que c'est une section où on vous donne les contacts des personnes ici présentes, dont Lynn Morin, vous voyez en bas, qui est très, très tranquille. Mais Lynn, quand on cherche de l'aide, qu'on ne sait pas trop par où commencer, bien justement, elle travaille à la DRIC. Et c'est un des sites de référence, je vous dirais, là, quand on ne sait pas par où partir. Le MAPAC en est un, effectivement, quand on est dans le domaine agricole. Donc, même nous, là, effectivement, c'est complexe. Des fois, il faut réfléchir, il faut se parler à 2-3 pour trouver les meilleurs programmes. Mais il y en a de l'aide. Et je pense que, un peu comme on disait, des fois, quand on fait des petits projets, des projets plus gros, surtout quand vous prenez plus de risques, il faut savoir qu'au niveau de l'innovation, Francine disait souvent, on n'ose pas. Mais il faut savoir qu'il y a des programmes, quand on collabore à plusieurs, quand c'est plus complexe un projet. Puis Robert le fait, lui, il s'en aperçoit même plus qu'il le fait tantôt. Il me disait, oh non, j'en fais pas de ça, mais après ça, il fait une étude sur 7 ans avec l'université. Puis il est dans plein de projets sans même s'en rendre compte tellement c'est rendu naturel. Mais c'est des projets, plus on prend de risques, mais plus il y a de fonds au niveau de la recherche, etc., justement pour vous aider à assumer ces risques-là parce que c'est des démarches un peu grosses. Il faut effectivement être un peu patient, vous n'aurez pas de réponse le lendemain. Mais dans le document, on va vous donner des personnes ressources. Si vous avez des projets d'innovation, osez déranger, osez poser des questions. C'est souvent pas des projets pour demain matin, mais on va vous mettre un peu sur la piste. Alors, merci aux participants. On va vous envoyer le lien de l'enregistrement et puis le PowerPoint avec l'information pour les personnes ressources. Et puis, c'était fascinant de vous entendre. Et merci aussi à Lynn de m'avoir aidé à organiser ça, d'avoir convaincu Francine de mettre un petit peu de temps avec nous, qui est bien occupée aussi comme Robert. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite encore plein de succès, plein de beaux projets. Puis au plaisir de se revoir bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. À tous. Merci. Bye, Robert. Bye, Francine. Je suis content de voir que l'huissier n'était pas passé chez vous. Oui, puis finalement, on a bien entendu. Hein, ça n'a jamais coupé, Francine. Ça a finalement marché. Comme si la ligne s'est réchauffée avec le temps. C'est comme... C'est pour te mettre du stress pour que tu sois plus créatif. Oui, ça marchait, oui. Au plaisir, merci. Robert, j'ai Hélène. Marie-Hélène Gagné a fait dire bye. Elle était là, elle est venue voir. Elle est rendue où, Marie-Hélène? Marie-Hélène est rendue à l'Igria, ça va très bien, hein, tu savais. Okay. Tu as-tu reparlé dernièrement?
Non? Puis elle a trois jobs en même temps. Marie-Hélène, c'est comment qu'elle est. Elle est un petit peu entrepreneur dans son âme profonde. Hein? Donc, Oui. Allegria, ils ont un nouveau partenaire qui s'est ajouté parce qu'il grossissait très vite. Puis là, Eric était rendu à dire, ben là, on est rendu à la retraite, là, c'est plus nous autres toujours indéfiniment. Fait que pour grossir, ils se sont associés à un partenaire. OK. Marie-Hélène, elle a démarré. En fait, Marie-Hélène, c'est un de mes prochains sujets que je veux amener sur l'intrapreneurship. Parce qu'elle a démarré un peu avec toi en achetant une vieille machine qui ne servait pas chez vous pour faire des pâtes. Ça va vraiment bien. Tu aurais dû la garder. Puis finalement, elle a fait aussi la même chose chez Bestar. Elle a travaillé, tu sais, à un moment donné, elle a travaillé un petit peu de chez vous, chez Bestar. Ouais. Là, chez Bestar, il y avait un équipement on se questionnait aux limites, il fallait grandir. Bon, Marie-Hélène a pris cet équipement-là, puis elle a démarré une entreprise de personnes handicapées qui en réadaptation au travail. Puis là, elle fait de la sous-traitance pour 3-4 usines dans Lac-Mégantic, dont la machine que Bestar lui a donnée. Il dit, prends-la la machine, on n'avait pas à prendre de la place. Puis là, ben, elle a fait des affaires avec ça, finalement. Puis comment elle a trouvé ça, c'est que Marie-Hélène a toujours travaillé en équipe avec nos fournisseurs. Puis là, ben, elle a travaillé avec Coup de pouce à Sainte-Marie. OK. Coup de pouce, c'est la même chose, là, c'est de l'adaptation, c'est du travail adapté. Et puis, elle était comme DG là un bout de temps, à moitié chez Bestar. Puis là, elle a eu l'idée de dire, ben non, mais là, parce qu'eux, Coup de pouce faisait plein de choses pour Bestar. La manette dit, bon, on va partir une usine Coup de pouce avec la propriété. Donc, elle s'est associée à la dame qui était là-bas. Et Marianne, je la vois tellement là-dedans, honnêtement. Ah oui. Tellement dans son élément. Ben, tu la salueras de ma part. Hein? Tu la salueras de ma part. Ah ben oui, j'ai dit que j'allais, je vais lui dire que tu étais là. J'ai dit, hey, je pense que tu aimerais ça voir ça, Robert, là, parce que ça a vraiment explosé les dernières années, Robert. C'est vraiment. Les premières années, c'est plus lent, là, le démarrage, hein, probablement. Voilà. C'est ça. Tant Mais mieux. là, un coup que c'est parti. Puis tes 2 enfants sont là. Oui. Ça, c'est un de tes rêves, hein? C'est pas sûr que c'est un rêve, comme regarde, tu as travaillé, toi, dans la famille. Ah oui, là, ben oui, mais. C'est pas évident toujours. Non, c'est ça. Ben, je vous l'avais dit, hein, quand je vous avais vu, j'avais dit. Je l'ai vécu, c'est toute une école, là, mais c'est bien qu'il a travaillé ailleurs avant, par contre. Ça, c'est très bien. Ah oui. Non, regarde, ça va bien. Oui, puis ta fille, en fait, je suis tombée, c'est parce que quand je fouillais sur Internet pour préparer ça, je suis tombée sur une entrevue avec ta fille au CIAL, je ne sais pas trop, un article, en tout cas, puis là, Sophie, qu'elle s'appelle. Là. Là, elle disait même que son frère aussi était revenu. J'ai dit, ben, il a fini par rendre ça assez innovant pour que ses enfants disent, ben, c'est correct d'abord. Ah non, c'est un défi, l'entreprise familiale partout, mais bon, ça c'est plus et c'est moins comme. Oui, voilà. Au moins, tu vois ta famille de ce temps-là. Moi, je ne les vois plus. Là. On se voit. Oui. Eh bien, un énorme merci. C'est toujours fascinant d'écouter ce que tu dis parce que tu ne t'en rends pas compte, mais tu es comme. Tu n'es pas un MBA, là, mais c'est tellement intégré dans toi. Non, mais c'est vrai. Tu as quand même une démarche scientifique, donc tu l'as un peu analysé. Puis moi, c'était 3F. J'avais juste peur que tu me dises fuck. Il ne faut pas se rendre là, finalement. Il faut faire les 3 autres si on veut pas, si on veut pas se rendre à ça. Mais c'est bien le fun. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. OK. Fait que lâchez pas. Bye.